Dr Onanga Yobege Ali Akbar, auteur de L'Islam en terre gabonaise, est l'invité du corps de garde ce dimanche 16 septembre à partir de 17 heures. Soyez nombreux à l'écoute. Assalamu alaikum. Shukran. Sur Radio Nour 95 FM. Assalamu alaikum, auditeurs de Radio Nour. Assalam aux passionnés de lecture et de culture. Son Excellence, le docteur Onanga Yobege Ali Akbar, auteur de L'Islam en terre gabonaise, est l'invité du corps de garde ce dimanche 16 septembre à partir de 17 heures. Soyez nombreux à l'écoute. Assalamu alaikum. Shukran. Sur Radio Nour 95 FM. Ils sont acteurs de la société, leaders d'opinion. Ils sont les sujets de débat. La cité bouge. Tous les dimanches, de 9h à 9h55, ils sont appelés au corps de garde par Maël Manomba pour débattre de ce qui fait l'actualité en direct sur Radio Nour 95 FM. Retrouvez tout de suite votre émission en direct, l'invité du corps de garde, présenté par Maël Manomba. Ils sont appelés au corps de garde pour débattre de ce qui fait l'actualité en direct sur Radio Nour 95 FM. Assalamu alaikum, auditeurs de Radio Nour. Bonsoir Libreville, bonsoir le Gabon, bonsoir l'Afrique. Vous écoutez en direct le 12e numéro de votre émission, l'invité du corps de garde. La voix bantou, vous la reconnaissez, c'est celle de Maël Manomba de Mouabi. La technique est assurée par Daniel et Axel. Notre corps de garde est au bord de la rivière Banyaka, dans le département de Lekoni-Lekori. C'est dans le nord, dans le Haut-Ogooué, au nord-est du Gabon. Nous sommes à Kieni City. Notre corps de garde reçoit cet après-midi son Excellence, le docteur Ali Akbar Onanga Yobege, l'auteur de L'Islam en terre gabonaise, pionnier de la littérature musulmane au Gabon. Que le village applaudisse. Bonsoir docteur et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir madame, c'est moi qui vous remercie. Alors dans la première partie de notre émission, nous allons vous présenter notre invité auditeur et dans la seconde, nous allons parcourir la première œuvre consacrée à l'histoire de l'islam au Gabon. Ils sont acteurs de la société, leaders d'opinion. Ils sont les sujets de débat. La cité bouge. Tous les dimanches, de 9h à 9h55, ils sont appelés au corps de garde par Maël Manomba pour débattre de ce qui fait l'actualité en direct sur Radio Nour,
Le docteur Ali Akbar Onanga Yobege, son excellence, est né le 4 juillet 1971. C'était un dimanche à Keni, dans la province du Haut-Ogooué, au sud-est du Gabon. Après l'obtention en 1994 de son baccalauréat série A1 au lycée d'État de Franceville, donc après son baccalauréat, il va au lycée d'État de Franceville. Il s'oriente vers une carrière juridique où il obtient une maîtrise. Donc, il est maîtrisard de droit privé en 1998 à l'université Omar Bongo de Libreville. Puis, il va en France en 2002 pour obtenir son doctorat de droit privé à l'université Nancy 2. Son domaine d'expertise, c'est bien le droit privé, et depuis son retour au Gabon en 2003, il est assistant de droit privé à la faculté de droit à l'université Omar Bongo de Libreville, et ensuite il est entre 2004 et 2007, il dispense des cours à l'École nationale de la magistrature. Son Excellence le Dr Ali Akbar Onanga Yobege a bien sûr, dans son parcours entre 2006 et 2008, il est conseiller juridique du Conseil supérieur, du Conseil gabonais des chargeurs. Ensuite, en 2008 jusqu'en 2011, il va en diplomatie et là, il est ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Gabon près du Royaume d'Arabie Saoudite avec résidence à Riyad. Puis en 2011 jusqu'en 2014, il a été secrétaire général adjoint de la présidence de la République gabonaise. Et de 2014 jusqu'au 4 mai 2018, il est secrétaire général du gouvernement à la suite du remaniement ministériel de mai 2018. Il a été porté par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, aux prestigieuses fonctions de ministre de la fonction publique, de la modernisation du service public chargé de la réforme de l'État. Au-delà de ses activités professionnelles, politiques et d'enseignant, le docteur Ali Akbar Onanga Yobege est entre 2005 et 2008 secrétaire général du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Et aujourd'hui, et cela depuis 2010, il est conseiller spécial du RAIS de la communauté musulmane du Gabon. Dr Ali Akbar Onanga est sportif, amateur des sports automobiles, particulièrement la Formule 1 et du football qu'il pratique tous les dimanches, sauf aujourd'hui parce qu'il est avec nous. Docteur, quand on a un CV déjà aussi qui ne tient plus sur une page, à moins d'un demi-siècle de vie, à quel moment on trouve du temps pour écrire? Écoutez, je vous remercie déjà de m'avoir invité sur votre émission, l'invité du corps de garde. Et pour répondre à votre question, il faut en convenir. Des fois, moi-même, je m'étonne de savoir que j'ai pu avoir du temps pour écrire parce que vous l'avez dit, une multitude d'occupations dans ma vie en 24 heures. On trouve difficilement le temps, mais je veux dire que lorsqu'on a une ambition, lorsqu'on est passionné, on trouve toujours du temps à consacrer à une de ses passions. Et l'islam fait partie de mes passions. Et donc j'ai trouvé du temps, dans cette multitude d'activités, j'ai trouvé du temps pour écrire cet ouvrage. L'islam fait partie de vos passions, c'est intéressant ça. Et aux yeux des professeurs Abdoulaye Amadou Khan et Cheikh Mohamed Mouridine Sall, vos deux éminents précepteurs en islam qui ont préfacé cet ouvrage, ce livre n'est pas une surprise au regard des activités et du leadership religieux qui était déjà le vôtre dans votre jeunesse. Pouvez-vous nous raconter les circonstances dans lesquelles vous vous convertissez à l'islam? Vous citez là deux personnages en effet qui ont joué et qui jouent jusqu'à aujourd'hui un rôle déterminant dans ma formation islamique en islam. Et ma conversion est intervenue à un âge d'adolescence, précisément, je crois que je devais avoir 19 ans. Et à cet âge, j'ai subi, après avoir été, j'ai envie de dire, un élève normal, brillant diront certains, j'ai subi des revers dans ma scolarité. Et il m'est apparu au fil du parcours qu'il me fallait me discipliner.
et qu'il me fallait trouver une contrainte extérieure pour que je puisse me discipliner. Et à ce moment-là, l'islam m'est apparu comme cette contrainte extérieure qui devait m'amener à me discipliner dans ma vie. Et je crois que je n'ai pas eu tort de penser que l'islam était cet élément. En effet, voilà quelles sont les conditions dans lesquelles je me suis converti. En tout cas, la réflexion qui a été la mienne, qui m'a déterminé à me convertir, c'était pour retrouver le chemin, le bon chemin que j'avais perdu suite à l'égarement d'un jeune adolescent qui était dans sa crise d'adolescence. Et je dois dire que Dieu m'a sauvé en me sortant très rapidement de cette crise pour me mettre sur le droit chemin de l'islam. Et voilà, je suis aujourd'hui devant vous. Quand on parle de littérature musulmane au Gabon, aujourd'hui on peut dire que vous êtes parmi les pionniers, sinon le pionnier. Est-ce un motif de fierté ou de responsabilité? Je crois qu'il peut y avoir des deux. Il peut y avoir de la fierté parce que, comme vous le dites, nous ne sommes pas nombreux. Je crois que je connais un prédécesseur, le frère Ibrahim Bignon Bimoussavou, qui en 1995 a déjà écrit sur l'islam au Gabon. À part lui, je n'en connais pas. Donc c'est vrai qu'être le deuxième à écrire sur cette religion dans notre pays amène naturellement à un sentiment de fierté. Mais il y a également de la responsabilité à avoir parce qu'il s'agit là d'une religion qui se trouve dans un contexte ou dans un pays dans lequel elle est minoritaire et très souvent mal comprise. Et donc, il y a de la responsabilité pour pouvoir manier correctement les concepts afin de donner la bonne information pour que le public, aussi bien musulman que non musulman, puisse appréhender les principes de cette religion qui est noble. Donc, on n'a pas le droit de dire n'importe quoi. Et vous savez que les sujets sont délicats à manier tellement l'islam cristallise beaucoup de passions à travers le monde et même dans notre pays. Il y a donc de la responsabilité sur les thèmes à aborder et la façon de les aborder. Donc, de la fierté et de la responsabilité, oui, les deux sentiments, je crois que je les ai. Pour ceux qui n'ont pas encore eu les 15 000 francs, parce que c'est le prix du livre, et qui ne savent pas encore où trouver le livre, vous allez certainement nous le dire tout à l'heure, tout au long de l'émission, pouvez-vous nous expliquer, nous raconter comment l'islam arrive au Gabon, dans quel contexte, qui sont les acteurs de cette arrivée? Alors, dans mes recherches, je suis arrivé à la conclusion, en tout cas de ce que j'ai vu, que l'islam arrive dans notre pays autour des années 1930 par la conversion de quelques Gabonais. J'ai également indiqué qu'avant cette date, bien entendu, au début du 19e siècle, le cheikh Ahmadou Bamba avait été déporté. Mais ce n'est pas, de mon point de vue, une présence musulmane parce qu'en réalité, il était en prison. C'est donc beaucoup plus dans les années 30, avec les El Hadj Bekale, les Mamadou Léo, que l'islam fait son apparition, d'une part, mais beaucoup plus au début des années 80, lorsque le Gabon amorce son développement, il y a là l'arrivée massive de frères musulmans issus de l'Afrique de l'Ouest qui viennent pour aider le Gabon dans ses chantiers de développement. C'est donc eux qui véritablement amènent une vague avec eux la religion, puisque comme vous le savez, l'islam est une religion qui prend la totalité de la vie de celui qui l'embrasse, de tous les champs. Et donc ces premiers musulmans d'Afrique de l'Ouest présentent, en fait, pratiquent la religion là où ils sont, et cette religion commence donc à susciter de l'intérêt de la part de certains Gabonais qui côtoient ces musulmans venus de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, certains Gabonais, seuls ou en famille, commencent timidement à se convertir à cette religion. Alors,
dans nos différents dialectes nationaux, cette religion est appelée la religion des Haoussa. Et donc, je m'interroge quand même parce que ce Haoussa est une communauté du Gabon. C'est vrai qu'elle existe également ailleurs. Et donc, je me suis interrogé pourquoi finalement cette religion, dans nos langues, s'appelle religion des Haoussa. Serait-ce parce que les Haoussa auraient plutôt été les premiers à arriver au Gabon avec cette religion, contrairement à ce que je dis, mais il y a là pour moi un sujet de réflexion pour pouvoir expliquer, parce que je me doute bien que si dans nos langues on appelle l'islam la religion des Haoussa, il doit y avoir une raison, mais je ne l'ai pas trouvé à ce stade de mes recherches. Je n'ai trouvé que l'arrivée massive des frères musulmans venus de l'Afrique de l'Ouest pour les chantiers, notamment le transgabonais à cette époque-là. Quels sont les objectifs réellement visés en prenant assez de temps pour faire toutes ces recherches et publier cette œuvre? Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'islam est une passion. L'islam est une passion et l'islam est, j'ai envie de dire, très mal compris. Aussi bien par certains musulmans que par des non-musulmans. Et donc, mon ambition, mon intention dans cet ouvrage est de présenter aux musulmans, à certains musulmans, parce que je ne suis pas un érudit, je suis quelqu'un qui a fait des recherches sur l'islam, mais qui connaît un contexte, le contexte national, présenter donc à certains musulmans une vision de l'islam telle que moi je le perçois. Et puis également aux non-musulmans, leur présenter cette religion dont la noblesse n'a d'égal que la méconnaissance par eux. Et je voudrais qu'ils appréhendent cette religion-là au travers des différentes informations que j'ai données pour lever quelques malentendus, quelques préjugés. Voilà donc en réalité l'objectif qui a été le mien en voulant écrire ce livre. Excellence, docteur, vous conviendrez avec moi que les enfants qui ne voient pas leurs parents lire ne lisent pas. Alors, le livre, il est destiné à quel public exactement? Je viens de le dire en réalité dans la réponse que je viens de vous faire. Il est destiné aussi bien à un public musulman qui connaît l'islam, mais si vous avez lu le livre certainement, vous voyez que j'aborde à l'intérieur de ce livre des problématiques qui intéressent également les musulmans. Donc, l'objectif pour moi était d'amener à une réflexion, surtout pour les musulmans gabonais, sur ces problématiques-là. Je pense qu'on en reviendra d'ici la fin de l'émission. Donc, pour les musulmans gabonais, ces problématiques que j'aborde, c'est susciter la réflexion, susciter la réaction. Pour les non-musulmans, c'est informer, parce que j'aborde là également beaucoup de questions que se posent les non-musulmans ou des questions, des sujets dont les non-musulmans ont connaissance au travers d'informations des fois erronées, et je replace toutes ces problématiques dans leur contexte réel. C'est donc vis-à-vis de ces deux publics, musulmans et non-musulmans, que j'ai voulu donner ces informations dans ce livre. Vous avez évoqué le principe de laïcité. En quoi est-il un frein, selon vous, à une meilleure prise en compte de l'islam par les pouvoirs publics? Alors, vous savez que le débat sur la laïcité également passionne énormément à travers les pays j'ai envie de dire, d'influence occidentale, notamment française. Parce qu'en France, la laïcité a été théorisée comme étant, il y a la reconnaissance de la religion clairement établie, en tout cas de Dieu, parce qu'il est dit, le peuple gabonais devant Dieu et devant l'histoire. Voilà. Donc, nous avons clairement la reconnaissance du principe religieux dans notre pays, et donc j'explique que le principe de la laïcité mal comprise risque de nous amener à rejeter l'apport des religions. Il faudrait qu'on comprenne différemment le principe pour admettre que la religion interfère dans le champ de chacun d'entre nous, et que notamment les pouvoirs publics doivent prendre en compte la religion. Docteur, à la page 125, vous inscrivez au chapitre 3 la reformulation d'une théologie islamique gabonaise. Ça veut dire quoi exactement? Alors, voilà l'objectif ou la réflexion principale à laquelle je parviens dans cet ouvrage. J'en suis arrivé à la conclusion que l'islam au Gabon est orphelin
de l'État. Vous savez que dans les pays où l'islam a pris corps, il y a une confusion entre la religion et l'État. Et que dans ces pays-là, c'est l'État qui s'occupe des affaires religieuses. Donc, l'État est confondu avec la religion. Par contre, chez nous, je viens de le dire en raison du principe de la laïcité, mais c'est une histoire qui est la nôtre, la religion est orpheline de l'État. Et donc, le musulman doit pouvoir s'organiser par lui-même. Or, vous savez que notre religion, au fil de son histoire, a connu des apports divers, en raison naturellement de son universalité. Il a connu des apports. Il y a des apports qui n'ont rien à voir avec les fondements essentiels de l'islam. Et donc, moi, en raison de ces fondements, j'ai constaté qu'il y a un certain nombre d'aspects dans la pratique de l'islam qui ne ressortent pas du corpus, du dogme essentiel de l'islam, mais que ces éléments viennent encombrer l'islam parce qu'ils sont le fruit d'une histoire des peuples qui l'ont théorisé, qui ont adopté l'islam et qui ont théorisé ces pratiques. Et donc moi, ayant vu cela, je me dis, au Gabon donc également, nous pouvons à notre niveau élaborer une réflexion parce que en général ces éléments sont encombrants pour nous dans notre pratique. Hein, ils sont encombrants pour nous dans notre pratique, mais nous n'avons pas le recul de voir ou de rechercher s'ils sont des éléments substantiels de l'islam ou pas. Et donc je suis parvenu à cette conclusion que pour bien pratiquer l'islam dans notre pays et faire en sorte que l'islam ne soit pas vu comme quelque chose qui vient de l'extérieur, il nous faut donc procéder à ce que j'appelle l'adaptation au contexte sociologique gabonais de l'islam. Par quoi? Par le biais de cette reformulation qui veut simplement dire que des savants, nous en avons, même s'ils ne sont pas en nombre suffisant, mais des savants doivent se retrouver, on doit leur accorder une légitimité pour réfléchir sur les éléments de notre culture qui pourraient être adoptés par tout musulman gabonais sans que ces éléments pervertissent l'essentiel du corpus islamique. Et donc, cette réflexion, elle a été faite ailleurs. Je pense qu'elle peut se faire au Gabon pour que le Gabonais musulman puisse s'approprier l'islam et que pour l'islam également puisse devenir au Gabon une religion comme une autre. Voilà essentiellement la réflexion à laquelle je suis parvenu et ce à quoi j'appelle donc les savants musulmans du Gabon. Dans les pays où l'islam a pris corps, ce sont vos mots, est-ce que ça veut dire qu'il est plus aisé d'être musulman dans un pays, dans un État islamique? Non, pas forcément. Je crois même pas exactement. La seule différence, c'est que comme je venais de vous le dire, dans les pays où l'islam se confond avec l'État, c'est l'État qui gère les affaires. Donc, il est beaucoup plus aisé de pratiquer l'islam dans ces pays-là. Mais dans les autres pays, comme chez nous par exemple, vous savez que notre pays se caractérise par une liberté religieuse qui nous est enviée d'ailleurs sous d'autres cieux. Donc il n'y a pas de difficulté particulière en tout cas pour pratiquer son islam au Gabon. D'après vous, docteur, la réalisation de cette adaptation nécessite la réunion de deux conditions essentielles, l'existence d'une institution régulatrice de l'islam au Gabon et la réformulation d'une théologie islamique gabonaise. S'agissant de la première condition, en tant qu'acteur majeur du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, quelle est votre lecture du rôle de cette institution, le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon? Est-ce qu'il remplit parfaitement cette exigence aujourd'hui? En effet, je l'ai dit, je crois que l'adaptation à laquelle j'appelle passe par ces deux conditions. La première, c'est cette institution régulatrice stable, qui soit acceptée de tous. Et aujourd'hui, Dieu merci pour nous, après plusieurs années de balbutiement, je pense que le Conseil joue pleinement le rôle de cette institution stabilisatrice de l'islam au Gabon, cette institution de référence pour les musulmans. Il faut sûrement encourager les responsables du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon à en faire encore plus, mais dans tous les cas, nous au Gabon, l'essentiel de l'organisation de notre communauté tourne autour de cette institution et cette institution est acceptée par tous. Et elle a à sa tête, il faut
saluer le président Imam Ismaël Hosseini Ossa, qui use des qualités que Dieu lui a données pour amener la stabilité au sein de la communauté. Après avoir parcouru votre œuvre, Excellence Docteur, j'ai constaté, j'ai remarqué quelques petites difficultés que vous avez rencontrées en ce qui concerne les chiffres. Au niveau du conseil, qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour que dans 5, 10 ans, plus peut-être, on ait des statistiques sur la proportion des musulmans au Gabon? Ce n'est pas une question qui est relative au conseil, celle des statistiques. C'est notre ordonnancement juridique national qui ne permet pas que les catégories religieuses puissent organiser des systèmes de statistiques. Donc tant que ce n'est pas réglé à ce niveau-là, au niveau du conseil, on ne pourra pas déroger. Qu'à cela ne tienne, nous avons quand même un certain nombre d'indications pour savoir que l'islam est une religion très dynamique au Gabon, par le nombre de fidèles qui se convertissent tous les jours. Je pense que la population des Gabonais musulmans aujourd'hui est en constante progression, et en tant que musulmans, nous avons des raisons d'être satisfaits de cette dynamique, sans pour autant que l'on cherche à verser dans les chiffres à tout prix. Docteur, la zakat que vous présentez à la page 47 dans votre livre peut être traduit en français comme l'aumône légale. Y a-t-il un taux fixé par la religion? Oui, le taux qui est fixé, c'est 2,5% de ces biens. Mais là également, ce que moi je veux dire dans cette partie, c'est beaucoup plus que au Gabon, même le paiement de cette zakat est quelque chose d'individuel, de non organisé. Et donc, je suis à peu près sûr que beaucoup de musulmans vivant au Gabon n'accomplissent pas cette zakat telle qu'elle est juridiquement prévue. Peut-être recourons-nous plus à l'aumône, donc la sadaka, qu'à la zakat. Or, il nous faudrait en effet pour respecter ce principe de l'islam, organiser un système qui permette à chaque musulman de s'acquitter de cette zakat conformément à ce pilier de l'islam. Qui doit se charger d'instruire les musulmans qui pratiquent la zakat? Écoutez, la zakat est une obligation qui est faite à chaque musulman. Donc, lorsque vous vous convertissez, on vous indique, on vous enseigne les 5 piliers. Et on vous dit que vous avez un pilier qui est la zakat, et c'est individuel. Mais comme je vous le dis, de mon point de vue, il serait souhaitable que ceci soit organisé autour, par exemple, du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Ce n'est pas faute pour le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon d'avoir voulu réglementer, puisque d'ailleurs nous avons un département au sein du Conseil qu'on appelle Zakat Finance. Simplement, l'organisation n'a pas encore atteint sa perfection, mais nous ne nous décourageons pas. Nous pensons que nous arriverons dans l'organisation de notre communauté un jour à organiser ce système de zakat pour permettre à chaque musulman de s'acquitter de ce pilier important de sa religion, au-delà de ce que le musulman fait lui-même et de certains qui réussissent, bien entendu, à accomplir ce pilier. Parlons toujours de la zakat, si vous permettez, Excellence. Quel sentiment doit habiter le croyant qui pratique la zakat? Celui de partager du bonheur autour de lui, ou de savoir que ses biens sont purifiés, puisque c'est l'objectif, on va dire, final? D'abord, celui d'accomplir un acte de foi, de respecter une injonction divine. Parce que vous savez, la foi est quelque chose d'individuel. L'appartenance de chacun d'entre nous à une religion lui est purement individuelle. Et par la suite, ce pilier fait partie de ceux pour nous qui sont des piliers à incidence sociale, car la zakat est faite en direction d'une catégorie de personnes qui profitent de la position de celui qui l'a fait, des biens de celui qui l'a fait, pour à leur tour bénéficier donc d'un minimum social. Donc c'est également la satisfaction de voir que l'on vient en aide à autrui après avoir respecté l'injonction divine. Je crois que c'est tout cela pour le musulman qui doit être sa considération de ce pilier.
Docteur, aujourd'hui, vous avez publié, vous avez écrit l'islam en terre gabonaise. Encore félicitations. Au-delà de cette action de communication, quels sont les projets demain pour mieux vendre, mieux présenter l'islam? Le seul projet qui existe, c'est celui de contribuer à mon modeste niveau à mieux faire comprendre cette religion qui, je le dis encore, est très mal comprise, souffre de beaucoup de préjugés. Parce que je la pratique et je suis la preuve vivante de ce que cette religion peut faire de bien à un être humain sur cette terre. Et autour de moi, il y en a plusieurs qui peuvent l'attester. Donc, je voudrais naturellement partager ce bonheur que cette religion m'a apporté. Donc, autant que faire se peut, dans la mesure de mes capacités et du temps que je pourrais avoir, l'ambition, c'est de continuer à véhiculer le message, à le propager, à le partager pour qu'il puisse irriguer un plus grand nombre de personnes. Certainement un mot qui n'a pas été soulevé dans le livre, permettez, c'est pas en tant que défenseur des femmes, mais j'ai admiré beaucoup, vous avez parlé de la place, le rôle de la femme qui était cette fois bien expliqué. Est-ce que vous portez le costume de l'avocat des femmes? Parce que c'était vraiment bien expliqué pour les profanes surtout. C'est pas l'avocat, c'est ce que je dis. Ça fait partie de ces préjugés que l'on véhicule à l'encontre de l'islam. Je n'ai fait que restituer ce que l'islam dit de la femme. Il y a tellement d'interprétations qui laissent à penser que ce n'est pas le cas. L'islam accorde à la femme une place égale à celle de l'homme, sur le plan de la foi, sur le plan matériel. Après, soyons réalistes, l'islam nous permet de savoir que physiquement, la femme ne peut pas être l'égale de l'homme. Mais lorsqu'on a dit ça, ça ne diminue en rien le rôle de la femme, la place de la femme. Donc, je reprends uniquement ce que dit l'islam de la femme. Je ne rajoute rien, je n'enlève rien. Mais la façon dont je le présente permet, comme vous l'avez compris, de mieux se rendre compte de ce que tous les préjugés véhiculés contre l'islam par rapport au statut de la femme ne sont pas vrais. Nous sommes arrivés à 50 minutes, Excellence. On va encore vous laisser d'abord une question. Alors, nous dire simplement aujourd'hui, après la publication de cette œuvre, quels sont les acteurs qui vous ont accompagné dans la réflexion, dans la réalisation de ce travail de recherche surtout? Acteur, non, je voudrais dire que moi, ma pensée, elle, comme je vous l'ai expliqué, vous avez indiqué au début, j'ai eu deux précepteurs, Monsieur Khan et le cher Nourou, sont les deux personnes avec lesquelles, depuis ma conversion, j'ai l'habitude de discuter. Chemin faisant, j'ai rencontré l'imam Ismaël Seniosa, qui était un connaisseur de l'islam, qui m'a aidé justement dans la correction de cet ouvrage, parce que je l'ai écrit depuis, et avant de le publier, j'ai dû le laisser passer sous ses fourches codines. C'est donc lui qui a fait l'essentiel de la correction religieuse de ce livre. Je profite du micro pour le remercier. À part ça, c'est des auteurs que j'ai rencontrés donc, dans mes différentes lectures, qui m'ont permis de me faire une idée précise des choses que j'ai dites dans ce livre. Alors, docteur, à la page 56, j'ai vraiment parcouru tout le livre. Je vois. À la page 56 de votre livre, docteur, permettez-moi de vous citer une fois de plus. Vous dites « Il existe en effet en islam la voie large de la législation islamique, la charia, accessible à tous, à tout un chacun, et la voie étroite de l'union mystique avec Dieu, la tariqa, que vous mettez entre parenthèses, soufisme, défini plus loin dans le livre. Il s'agit d'une tendance de l'islam sunnite. Est-ce que, docteur, Excellence, vous ne pensez pas que vous mettez là sur la table de quoi nourrir les plus sceptiques? Alors, je suis désolé que Parce vous... que c'est quand même 15 000 francs, tout le monde peut l'acheter et j'espère que tout le monde va le parcourir pour comprendre ce que je ne comprenais pas avant. C'est dommage que vous ayez posé cette question à la fin de votre émission, parce que pour y répondre, il faut quand même prendre assez de temps. Mais je voudrais simplement indiquer que ce que je dis, ce n'est pas une invention, c'est un fait. Il existe dans l'islam ce que l'on appelle, quand je dis il existe dans l'islam, c'est-à-dire que dans la pratique des personnes se réclamant de l'islam, il existe cette pratique de la spiritualité. Cette spiritualité, dont les fondements scripturaires se trouvent dans le Coran.
ils sont issus d'une pratique qui est l'application stricte des versets du Coran et de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le soufisme repose sur la possibilité donnée aux musulmans, au-delà de l'accomplissement des 5 piliers, la possibilité volontaire d'en accomplir en plus. Et c'est dans cet accomplissement en plus que se trouvent les vertus, que se trouve l'ouverture, que se trouve le chemin pour aborder cette voie de la spiritualité. On est donc dans le domaine du volontaire, plus dans le domaine de l'obligatoire, que sont les 5 piliers, mais dans le domaine du volontaire, c'est-à-dire la capacité donnée à chaque musulman qui peut en faire plus d'aborder. Ce n'est donc pas une obligation du tout. C'est pourquoi, dans ce livre, j'ai juste voulu donner une information sur ce que c'est, et c'est dommage qu'on en soit amené à parler à la fin de l'émission. J'aurais pu vous en dire plus, mais peut-être serait-ce là. Allez-y, docteur, vous avez la parole. Vous êtes sur les 95 FM Radio Nour, la passion du savoir. Alors, le soufisme, comme je viens de le dire, c'est la spiritualité de l'islam. Dieu nous a donné la possibilité, au-delà de la pratique des commandements obligatoires, de se rapprocher de lui. Je ne dis pas de s'approcher, de se rapprocher. Ça veut dire qu'on est déjà proche. Mais si on veut se rapprocher donc davantage, il nous a donné la possibilité de pratiquer encore plus ces piliers de l'islam. Et les savants ont donc théorisé cette pratique supplémentaire dans ce qu'ils ont appelé le tasawwuf. Ils l'ont théorisé et ont mis en place un cheminement. Et ce cheminement a été expérimenté. Certains musulmans donc sont arrivés à la connaissance divine. Et tout ceci, je dois bien le dire, conforme aux indications, aux prescriptions du Coran et de la Sunna. Mais ils l'ont théorisé et ils l'ont expérimenté de sorte que cette théorisation a été organisée dans ce qu'on appelle les tariqas. Donc les tariqas, ce sont des écoles de spiritualité dans lesquelles le musulman rencontre un sage, un cheikh, qui le prend par la main et lui enseigne un rituel particulier, toujours conforme au Coran et à la Sunna. Il s'agit quoi? Il s'agit par exemple, au-delà de la répétition du nom de Dieu volontaire, d'une possibilité donnée de répéter plus souvent le nom de Dieu. Donc vous voyez, cette présence avec la divinité beaucoup plus, du Dieu. Voilà, cette invocation répétée beaucoup plus souvent amène celui qui est dans cet état à donc se rapprocher de Dieu. Et ceci aussi va du principe que, en réalité, il n'y a pas d'existence en dehors de l'existence de Dieu. Et le saint musulman, ce qu'on appelle le soufi, sa vocation, c'est de découvrir finalement en cette terre qui est Dieu. Vous me direz que la religion permet déjà de découvrir qui est Dieu, mais la religion, c'est le discours. Or, le soufi, le mystique, celui qui pratique l'islam spirituel, il voudrait, au-delà du discours, vivre la réalité divine. Et pour ça, comme je vous l'ai dit, ces enseignements ont été théorisés et expérimentés. Il s'agit de choses vécues, ce n'est pas des choses dites. Elles ont été théorisées, expérimentées, et des gens se sont rendus compte que par cette voie-là, il y avait en effet quelque chose au-delà de la religion ordinaire, mais que l'abord, c'est pourquoi je parle de la voie étroite, aborder cette voie est délicat. Et donc, il faut se faire prendre par la main, et on ne peut y accéder que après s'être conformé d'abord aux prescriptions fondamentales de l'islam. Ce que j'ai envie de dire par là, c'est que nul ne peut aborder la spiritualité musulmane, le soufisme, s'il ne pratique correctement sa religion. Il faut donc pas chercher à abandonner l'application des 5 piliers. On ne brûle pas les étapes. Impossible. De toute façon, aucun maître ne prend de disciple s'il n'est pas convaincu que ce disciple maîtrise d'abord la pratique. Voilà. Et ces bases, c'est la pratique régulière, correcte
des 5 piliers de l'islam. C'est au sortir de cette connaissance que l'on peut éventuellement aborder cette voie qu'est la voie du soufisme. Permettez, docteur, toujours dans le livre, Excellence docteur, le rite malikite, j'espère que je prononce bien, que vous mentionnez à la page 50, compte parmi les 4 grandes écoles dans la branche sunnite. Quelle est la spécificité de ce rite? Alors, j'ai expliqué On va que... parler là aux auditeurs qui ne sont pas forcément des musulmans Absolument. et qui certainement regardent la religion avec un œil, avec l'intention de se convertir. Absolument. La religion musulmane fait une place à la doctrine des 4 écoles. Nous avons dans l'islam, en termes d'écoles d'interprétation, 4. Et moi, j'explique que nous, au Gabon, en réalité, nous pratiquons l'islam de rite malikite. Pourquoi? Parce que l'essentiel de ceux qui nous ont amené cette religion, et lorsqu'on fait la cartographie des 4 écoles, le rite malikite est celui qui est Le plus répandu en Afrique. En Afrique, globalement, en Afrique noire et en Afrique blanche, et dans certains autres pays. Et ceux qui nous ont apporté cet islam, pour l'essentiel, sont du rite malikite. Or, il se trouve justement que ce rite malikite, il encourage la pratique de la spiritualité. Vous me permettez là de faire rapidement Allez-y. une précision. Le monde est aujourd'hui, le monde musulman, le monde entier est parsemé de ces personnes que l'on appelle les djihadistes. Parmi les 4 écoles dont il est question, il y a une école, l'école Hanbalite, la dernière d'ailleurs. Cette école Hanbalite a été théorisée par un grand maître, Ibn Taymiyyah, et les travaux de Ibn Taymiyyah ont été repris par un grand penseur musulman, Mohamed Ibn Abdul Wahhab. Et donc, ce penseur musulman, Mohamed Ibn Abdul Wahhab, a théorisé la doctrine de l'école Hanbalite. Et c'est des explications de ce penseur, Mohamed Ibn Abdul Wahhab, qu'est né ce qu'on appelle le wahhabisme. Or, cette école n'a pas beaucoup de savants au niveau de l'Afrique. C'est-à-dire qu'elle n'a pas essaimé. Elle a beaucoup essaimé en Arabie et en Irak. Et donc, la pratique de l'islam chez nous, je pense, devrait être influencée par le rite malikite. Or, il se trouve qu'il y a certains de nos frères aujourd'hui qui vivent cette interprétation de cette pensée ici au Gabon et qui voudraient la propager. Et moi, j'explique que vouloir la propager aujourd'hui, surtout dans le contexte d'aujourd'hui où nous voyons que cette doctrine a donné lieu à ces actes que nous dénonçons tous, les actes djihadistes terroristes, puisque ceux qui posent ces actes disent agir au nom de la foi, ayant été convaincus par les écrits de penseurs d'influence wahhabite. Donc, vouloir imposer ce rite chez nous, je crains qu'on arrive à ces extrémités. Et surtout que, comme je l'explique également, comme je veux l'expliquer, la majorité des musulmans chez nous, nous ne connaissons pas le wahhabisme. Et le wahhabisme, vous me permettez là de donner une information, finalement, on se rend compte aujourd'hui que ça a été plutôt une doctrine plus politique que religieuse. Là, je sais que je vais rentrer dans la controverse, mais j'en veux pour preuve le roi, le prince héritier d'Arabie Saoudite, qui récemment, dans le New York, dans un journal américain, j'ai oublié le nom, mais c'est sur Internet, je pense, il a expliqué que si le wahhabisme a essaimé à travers le monde, c'était simplement une stratégie politique de l'Occident. L'Occident a voulu, à un moment donné, contrer le communisme qui essaimait partout à travers le monde et surtout qui voulait arriver dans les pays arabes. Et donc, ils ont financé, c'est pas moi qui le dis, c'est Mohamed Ibn Salman, ils ont financé les pays arabes, ils ont financé les musulmans qui se revendiquaient du wahhabisme pour pouvoir faire en sorte que cette idéologie, eh bien, elle contrecarre la venue du communisme.
Et donc, évidemment, par la suite, nous connaissons l'histoire que le wahhabisme a apporté dans l'islam. Tout ce qui est décrit aujourd'hui dans l'islam vient de cette idéologie. Et moi, je souhaite que cette idéologie ne prenne pas corps au Gabon. Et pour le souhaiter, je me fonde sur ce que je viens de dire. Dans les 4 écoles que nous avons, c'est l'école malikite qui est majoritaire au Gabon, parce que les musulmans qui nous ont apporté l'islam au Gabon sont de rite malikite, et le rite malikite refute les pratiques que nous impose le rite wahhabite, notamment l'extrémisme dans la pratique de la religion. Le rite malikite prône la tolérance. Or, le wahhabisme essentiellement est une idéologie rigoriste. Pour tout élément de la pratique religieuse, il voudrait imposer la rigueur, l'application stricte. Or, nous savons que dans notre pays, par exemple, il y a des choses, des principes de l'islam que l'on ne peut pas appliquer même si on le voulait. On ne peut pas, dans le milieu gabonais, appliquer certains principes. Les wahhabites vous diraient qu'il faut absolument pratiquer ces principes, coûte que coûte. Les malikites vont chercher une interprétation pour permettre aux musulmans de se déconnecter de ces principes qui sont rigoureux et impossibles à pratiquer dans l'espace gabonais. Voilà tout simplement la différence. Et j'appelle donc les musulmans à bien regarder, à bien analyser les doctrines des différentes écoles, et surtout je revendique que pour le Gabon, nous sommes dans une configuration majoritaire de pratiques religieuses de rite malikite. D'où la nécessité, Excellence Docteur, de multiplier les actions de communication à travers les séminaires, les colloques, tout ce qu'on peut imaginer, pour mieux communiquer à la fois pour les musulmans et pour ceux-là qui ne sont pas encore musulmans, mais qui certainement regardent la religion de l'extérieur et souhaitent se convertir. Beaucoup plus de communication pour expliquer toutes ces choses aujourd'hui. Sûrement, ce livre, comme je dis, c'est un prétexte à aborder tous ces sujets. Je jette là des sujets de débat et j'espère que les frères et sœurs musulmans prendront le relais sur ces questionnements, et que, comme vous le dites, pourquoi pas qu'on animera des séminaires, des conférences, qu'on aura des débats autour de ces questions, parce que je suis fortement convaincu que l'idéologie wahhabite ne nous permettra pas d'ancrer la religion dans ce pays. Je suis fortement... Alors là, c'est une conviction personnelle et elle repose sur des faits. Si nous laissons les frères et sœurs qui revendiquent cette idéologie prendre le dessus de l'islam dans ce pays, eh bien, malgré la promesse, je ne remets pas en cause la promesse de Dieu qui a dit que l'islam, dans tous les cas, c'est sa religion, il la protège, mais à notre niveau, nous aurons du mal à rendre cette religion comme je le souhaite, c'est-à-dire une religion adaptée au contexte sociologique gabonais. Or, nous avons dans les rudiments de la doctrine malikite des éléments qui nous permettraient facilement cette adaptation. Nous avons des cultures, nous avons des coutumes. Pour être musulman, je ne suis pas convaincu qu'il est pertinent de se débarrasser de toutes ces coutumes, de toutes ces cultures. Or, si vous interrogez un musulman wahhabite aujourd'hui, il vous dira qu'il faut que vous vous débarrassiez de tout cela. La preuve, vous êtes au corps de garde cet après-midi. Voilà. Et donc, moi, je dis, ça, c'est pas l'islam que j'ai voulu. C'est pas l'islam que j'ai choisi. C'est pas l'islam que je vis. Et c'est pas l'islam que je souhaite pour mon pays, pour les musulmans gabonais, mais également pour les Gabonais qui sont en face de nous, avec lesquels nous avons des familles, dans nos familles, des personnes qui ne sont pas musulmanes. Vous avez certains aujourd'hui qui s'isolent du fait de la pratique de l'islam d'obédience wahhabite. Est-ce normal? Je pense que non. Nous n'avons pas besoin, pour pratiquer notre foi, de nous isoler du reste de la société. Nous devons au contraire vivre dans cette société. Nous devons pratiquer le dialogue interreligieux avec les autres confessions. Nous devons. Et il y a beaucoup d'aspects dans nos cultures que nous pouvons récupérer, que nous devons récupérer pour faire vivre l'islam au Gabon. Et ça, nous pouvons le faire si nous adoptons tous, en tout cas majoritairement, l'islam d'interprétation de doctrine malikite.
Merci docteur pour toutes ces précisions. Docteur Ali Akbar Onanga, vous êtes l'auteur de l'islam en terre gabonaise. L'arrivée de l'islam en terre gabonaise, c'est aussi l'arrivée de la finance islamique. On en parle depuis un moment à Libreville. À quel niveau se situe son implantation dans notre pays? Oui, finance islamique, à cause du mot islam, dans cette finance, on pense que ça a forcément partie liée avec la religion, mais non. La finance islamique, je fais d'abord cette précision, n'a pas partie liée avec la religion. C'est vrai, simplement, qu'elle participe des principes qui ont été conçus à travers les principes de l'islam. Oui. Mais on peut bien entendu profiter de cette finance sans être un pays musulman. Et c'est le cas du Gabon qui souhaite profiter de l'essoufflement de la finance conventionnelle et de bénéficier de la dynamique de cette finance islamique qui aujourd'hui est pratiquée dans plusieurs pays, même non musulmans. J'ai envie de vous dire que la plus grande place de la finance islamique, vous savez c'est quoi? C'est Londres. Londres n'est pas un pays musulman, c'est un pays occidental. Voilà, donc les Anglais profitent aujourd'hui des capitaux issus de cette finance. La France elle-même, de laquelle nous nous inspirons beaucoup, est aujourd'hui en train de mettre en place les mécanismes pour profiter de la finance islamique. La Côte d'Ivoire, le Sénégal ont déjà une avance considérable, profitent des financements des capitaux de la finance islamique. Et nous, au Gabon, nous sommes en train de vouloir implémenter cette finance islamique pour nous également pouvoir bénéficier des financements innovants qu'elle apporte. Docteur, toujours dans votre livre, l'islam en terre gabonaise, à la page 19, vous écrivez ce qui suit, je cite, « Tout le monde peut en convenir aisément qu'à partir de ce moment, l'islam prend une nouvelle dimension au Gabon, évidemment plus favorable à sa propagation. » Fin de citation. Est-ce que le phénomène de suivisme ne se répète pas? Dans ce cas, peut-on parler de foi? Alors, il faut mettre cette phrase dans son contexte, il faut la replacer dans son contexte. Je dis cela en faisant allusion à la conversion du président Omar Bongo Ondimba. J'explique donc qu'à partir de sa conversion, l'islam prend une nouvelle tournure au Gabon. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, non seulement les anciens collaborateurs, certains se convertissent, par suivisme, je vous laisse la responsabilité du mot, et puis de nombreux Gabonais n'ont plus peur d'afficher cette foi puisqu'elle est affichée par la première autorité du pays. Donc je ne pense pas qu'il y ait forcément du suivisme, sinon peut-être que la totalité des musulmans, la totalité des Gabonais serait musulmane, la totalité de la population. Non, je crois qu'à chaque fois, la conversion à l'islam, pour chacun de nous, est une expérience personnelle, dont le déclencheur est d'abord cette grâce divine qui vous touche, et puis ensuite la foi de chacun d'entre nous, la nécessité pour chacun d'entre nous de croire en son Seigneur. Ce sont les éléments, d'après moi, qui déclenchent la conversion et non pas le suivisme. Docteur, l'islam en terre gabonaise, c'est 15 000 francs. C'est pas très cher, tout le monde pourra l'avoir, je vous rassure. C'est combien d'exemplaires? Bon, vous savez, pour l'instant, on a fait, je crois, 5 000 exemplaires. On va voir comment ça va se comporter. Et s'il y a nécessité, on reproduira le livre. Où peut-on se procurer le livre? Le livre est essentiellement vendu dans le réseau musulman. J'entends par là au Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon et également dans les mosquées. Mais il est également vendu, et je remercie les partenaires qui ont accepté de le prendre, je crois à Livre Plus, à la Maison de la Presse et à la librairie de l'Okoumé, pour ce que j'en sais. D'autres revendeurs vont certainement être sollicités et nous donnerons la liste au fur et à mesure que nous aurons des points de revente. Est-ce que c'est pour bientôt une bibliothèque musulmane à Libreville? Si on a déjà un livre, un auteur, certainement ça va donner l'occasion, l'envie aux autres, et puis vous organisez au niveau du conseil pour nous ouvrir une bibliothèque. C'est le souhait. Vous savez que la communauté musulmane, elle est en développement. C'est une jeune communauté, 90 ans pour une communauté religieuse. C'est jeune autant que... Elle est plus vieille que le Gabon.
90 ans, plus vieux que l'indépendance, vous voulez dire. Oui. Voilà, mais pas plus vieux que le Gabon. Mais dans tous les cas, c'est un projet du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Je pense que le moment viendra où sûrement nous organiserons une bibliothèque, oui. Alors, on va vous laisser le soin de nous laisser, hein, c'est le rituel au corps de garde. Il faut toujours laisser un mot pour que l'histoire se souvienne et retienne votre passage en écrit dans notre livre d'or. Vous êtes notre 12e invité. Voilà la page ici. Voilà. Vous nous laissez votre mot et moi je rappelle à nos auditeurs que notre corps de garde est cet après-midi à Akieni City et c'est l'un de ses fils que nous avons reçu. Il s'agit de son excellence le docteur Ali Akbar Onanga Yobege. Il est le pionnier de la littérature musulmane au Gabon. Le docteur est l'auteur de l'islam en terre gabonaise. C'est 143 pages de lecture passionnante sur l'arrivée de l'islam au Gabon, la religion musulmane, l'islam, bref, beaucoup de bonnes choses, des informations nécessaires pour mieux comprendre cette religion de 90 ans aujourd'hui sur le sol gabonais. Le docteur Ali Akbar Onanga Yobege est en train de nous écrire, nous laisser un mot. Il est désormais parmi les hommes de lettres au Gabon. Et là, il écrit un mot que nous allons lire à la fin. Et ensuite, il va nous laisser son mot. Il va nous dire encore quelque chose, certainement qui n'a pas été développé, qui n'a pas été dit déjà pendant l'émission. Vous pouvez réécouter cette émission sur votre chaîne Radio Nour à 21h sur Radio Nour, la fréquence les 95 FM et bien sûr sur nos chaînes, notre réseau YouTube Nour Radio Télévision officielle et sur notre page Facebook Nour TV officielle. Nous sommes cet après-midi. Notre corps de garde est à Akieni City et nous sommes avec l'un de ses fils. Il s'agit du docteur Onanga, son excellence le docteur Onanga Yobege Ali Akbar, qui nous a présenté son livre L'islam en terre gabonaise. Alors il faut quand même présenter le livre L'islam en terre gabonaise. En première de couverture, on peut le dire, on a, s'il est tout blanc, et en première on a le grand titre L'islam en terre gabonaise avec une photo de la Kaaba et au pied de la couverture le nom de l'auteur Onanga Yobege Ali Akbar, et sur le dos qui sert de lecture quand il est rangé dans une bibliothèque ou dans un... Voilà, c'est bien Onanga Yobege Ali Akbar, l'islam en terre gabonaise. Notre auteur, toujours sur la 4e de couverture, donc derrière on a la biographie et une photo de notre auteur, le docteur, son excellence Ali Akbar Onanga Yobege. Ensemble, pendant près d'une heure, nous avons épulché l'essentiel de ce qui a été dit dans cette œuvre majeure de l'histoire de l'islam au Gabon. Nous profitons de l'occasion pour faire un grand assalamu alaikum à 2 personnes qu'il a remerciées. Il s'agit d'Ali Bongo Ondimba, raïs de la communauté musulmane du Gabon, pour son soutien multiforme, ses précieux encouragements et orientations dans l'aboutissement de ce projet de rédaction d'un ouvrage consacré à l'islam d'un point de vue gabonais. Et ensuite, la seconde personnalité, il s'agit d'Ismaël Oseni Ossa, grand imam du Gabon, président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, pour avoir bien voulu relire ce livre et y apporter des précieuses corrections dans l'achèvement de sa rédaction. Excellence, docteur, je vais lire pour nos auditeurs. Oui, vous pouvez lire si... Non, allez-y si vous arrivez à me lire. Bon, je vous laisse le soin de vous lire. Pour ne pas... Voilà, on Alors, va écouter. Je crie que je remercie les promoteurs de cette émission à laquelle j'ai eu plaisir à participer aujourd'hui. J'ai eu le plaisir d'expliquer aux auditeurs ma passion de cette religion et ma vision, celle qu'un jour on pourra parler de l'islam au Gabon comme on parle de toutes les autres religions présentes, c'est-à-dire une religion adaptée au contexte sociologique gabonais. Merci beaucoup, Excellence.
Alors on va inviter tout le village à Kenny City, les Koni, les Kori, que tout le monde applaudisse pour notre village, pour notre invité, notre auteur, pionnier de la littérature musulmane au Gabon. Il s'agit de son excellence, le docteur, oui, excellence parce qu'il était bien l'ambassadeur plénipotentiaire du Gabon en Arabie Saoudite. Il s'agit du docteur, son excellence Ali Akbar Onanga Yobegi. Que le village, que tout à Kenny City applaudissent pour notre docteur. Nous disons merci à Daniel et Axel Kumba du côté de la technique. Merci à monsieur Abdoulaye Yaobam pour la retransmission en images. Excellence, docteur, auteur, qu'est-ce que vous préférez? Ce que vous voulez, tout ça me convient parfaitement. Alors, votre mot de fin pour nos auditeurs de Radio Nour? Mais j'aurais pas un autre mot de fin que celui que j'ai donné dans le livre d'or que j'ai signé. Et je remercie les auditeurs qui ont bien voulu nous écouter. J'ai eu plaisir à échanger avec vous pendant ces quelques minutes et j'espère avoir donné l'information, la bonne information. En tout cas, cela a été mon souci et je vous remercie de m'avoir invité. Nous espérons que vous serez à nouveau parmi nous sur ce plateau. Si vous m'invitez, je me ferai le plaisir de revenir. Merci beaucoup. On va dire assalamu alaikum. Merci Diboti. Bonsoir Libreville. Bonsoir le Gabon. Bonsoir l'Afrique. À très bientôt, à dimanche prochain dans notre corps de garde avec un autre invité. On va raccompagner avec notre générique, notre invité du corps de garde qui était ce soir. Il s'agit du docteur, son excellence, l'auteur, l'écrivain, le docteur Ali Akbar Onanga Yobegi. Ils sont acteurs de la société, leaders d'opinion. Ils sont les sujets de débat. La cité bouge. Tous les dimanches, de 9h à 9h55, ils sont appelés au corps de garde par Maël Manomba pour débattre de ce qui fait l'actualité en direct sur Radio Nour 95 FM. C'était votre émission, l'invité du corps de garde. Présenté par Maël Manomba. Ils sont appelés au corps de garde pour débattre de ce qui fait l'actualité en direct sur Radio Nour 95 FM.